Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans ce théâtre Jean-Jacques Robert de Mennecy pour cette traditionnelle cérémonie de vœux, un théâtre qui devient malheureusement presque trop exigu pour pouvoir vous accueillir toutes et tous. Alors je tenais, je vais essayer de ne pas trop en oublier et j'espère que si j'oublie quelqu'un, il ne m'en voudra pas pendant 15 générations, à remercier les autorités, comme l'on dit, qui nous accompagnent aujourd'hui. Tout d'abord Vincent Delahaye, sénateur-maire de Massy, Froc Marlin, député-maire d'Étampes, Joël Meunier, notre maire honoraire, Stéphane Salini, mon collègue et ami vice-président de la région, en charge des finances, donc le grand argentier de la région Île-de-France, c'est lui. Mes amis et collègues du conseil régional, Isabelle Perdereau et Gérard Hébert, qui est venu passer son anniversaire avec nous aujourd'hui. Ça mérite que vous l'applaudissiez. Je tenais à saluer nos conseillers départementaux, qui tous les deux sont d'ailleurs vice-présidents du conseil départemental, Caroline Paratre et Patrick Imbert, qui cumulent dangereusement avec la présidence de la communauté de communes du Val-d'Essonne, et puis tous les maires nombreux qui sont ici. Alors là, je vais essayer de ne pas en oublier, mais je voulais citer Jocelyne Boiton, Laurence Budelot, Martine Cartoori, Martine Hiver, Pascal Simoneau, Jacques Mionne, Gérard Rassier, Maurice Dorison, Jacques Geoffroy, Wilfried Ilginga, Daniel Denibas, Jacques Gombeau, Alexandre Spada, Jean-Luc Guarin, Sylvie Séché, Michel Delotal, Jacques Bernard et tous les très nombreux élus qui nous accompagnent également. Je tenais à remercier Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale de sa présence, ainsi que les autorités de la gendarmerie et des pompiers qui nous font le plaisir et l'honneur d'être ici. Je tenais à remercier les représentants de l'escadron 18/1 de gendarmerie mobile de Versailles-Satory avec lequel nous sommes jumelés, étant ville marraine de cette unité. Je tenais également, merci de me le rappeler, à citer Bernard Boulet, notre député suppléant. Je tenais à citer... eh oui, c'est comme au théâtre, il y a des souffleurs. D'ailleurs, on est sur un théâtre, et sur un théâtre avec une seule représentation. Je voulais citer également notre proviseur, Alain Moreau, proviseur du lycée de Mennecy, et son collègue principal du collège, Christian Suzanne, qui sont venus avec l'ensemble de leurs équipes. Et puis enfin, parce que c'est aussi quelque chose qui pour moi est important et qui revêt une importance tout à fait particulière, le père Grégoire Gèze, qui me fait le plaisir d'être ici ce soir en tant que curé de la paroisse de Mennecy. Et j'allais l'oublier, Pascal Simoneau, maire de Moigny et par ailleurs président de la communauté de communes des Deux-Vallées. Je tenais à remercier pour leur participation et pour nous avoir rappelé la Constitution, ce qui est quelque chose, je crois, d'extrêmement important en ces périodes où lorsque l'on parle de République, les enfants du CME, remercier les musiciens qui nous ont accueillis et puis remercier tout particulièrement notre 4 Marianne, 4 jeunes filles qui ont accepté bénévolement d'illustrer cette seconde thématique que nous avons souhaité avoir cette année sur les photos de famille au travers des couleurs de la République, en prêtant leur visage à la carte de vœux de la commune. Et au travers de cet effort, au travers de cette participation à ce projet, eh bien, je crois qu'elles ont incarné de la plus belle des manières qu'il pouvait être eh bien, la commune et la République. Elles ont entre 16 et 28 ans. Et je vais demander à nos 2 parlementaires, à Stéphane Salini et à Joël Meunier, notre maire honoraire, de chacun venir leur remettre leur prix. Voilà. Vous pouvez les applaudir, elles le méritent. Je tenais...
Je tenais également à saluer Nicole Poinceau, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Et nous allons pouvoir maintenant, que j'espère n'avoir oublié et froissé personne, pouvoir démarrer à proprement parler cette cérémonie. Et je vais démarrer avec tout ce dont je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas vous parler d'une liste à l'après-vert, de toutes les plaques d'égout qui ont été changées cette année, de tous les candélabres qui ne le seront pas l'année prochaine faute de budget, ou encore du détail des travaux rue par rue. Pour cela, eh bien, je vous invite à lire le journal. Nous avons eu un numéro spécial du Républicain qui vous a été diffusé à l'entrée, qui va être diffusé ces jours-ci dans les boîtes aux lettres de la ville et qui fait l'état de ce qui se passe sur la commune. Non, j'avais tout d'abord envie de m'interroger avec vous sur qu'est-ce que des vœux. Au fond, présenter ses vœux, littéralement, c'est faire des souhaits pour l'avenir. C'est quelque chose qui est résolument opposé au passé, à la tristesse. Pour autant, je souhaitais avoir une pensée tout à fait particulière ce soir pour 3 personnes. L'un qui n'est pas avec nous pour la première fois depuis des années, je lui souhaite un très rapide rétablissement, c'est Paul Guillaumet, le président de l'amicale des sapeurs-pompiers de la commune. Et puis 2 grandes dames qui nous ont quittés en ce début d'année à quelques jours d'intervalle et dont les obsèques ont eu lieu le même jour, il y a de cela une semaine. Il s'agit de 2 mères, Christiane Masson, qui était maire de Laval-en-Brie et qui a été emportée par ce que l'on appelle pudiquement une longue maladie, et Madeleine Campana, qui était maire honoraire, ayant été maire pendant plusieurs années de Danemois. Et je voulais avoir une pensée tout à fait particulière ce soir pour ces 3 personnes. Parler de vœux, c'est parler de ses envies, c'est parler de ses projets. C'est pas une cérémonie consacrée au misérabilisme ou à la litanie des plaintes. C'est parler des espoirs que nous portons. Ce n'est pas se complaire, même si ça peut être important, dans le souvenir, les larmes, le sang, la liste des attentats. C'est assumer une volonté, tout en connaissant les difficultés qui nous sont imposées, notamment par l'État. Et ces difficultés, si elles ne doivent pas nous inciter à la résignation ou à la fatalité, elles sont devant nous bien présentes. L'État, sous la mandature du président de la République, qui va encore exercer ses fonctions pour quelques mois, avec 3 premiers ministres successifs, l'un qu'on a oublié, l'un qui vient de partir et le 3e dont on ne sait pas s'il s'est encore installé à Matignon, a littéralement asphyxié les communes. Entre 2014 et 2016, pour une commune comme Annecy, c'est plus d'1 300 000 € de perte de recettes annuelles en cumulé. Nous avait annoncé dans un ultime soubresaut la fin de l'année 2016 que les dotations, la baisse des dotations serait diminuée cette année. Visiblement, il n'en est rien car les projections que nous avons font état d'une baisse de dotation de l'ordre d'1,5 million d'euros. 1 million d'euros lorsque l'on rajoute à cela les 600 000 € entraînés pour la commune par les cadeaux de fin d'année du chef de l'État, à savoir la revalorisation des points d'indice et les augmentations du SMIC, c'est 1,1 million qu'il va falloir trouver dans les caisses municipales. 1,1 million alors que depuis maintenant 3 ans, eh bien, la commune a été amenée à serrer les vis au maximum par rapport à ces structures supports, eh bien ça veut dire que cette année, nous serons malheureusement obligés de toucher aux services touchant directement la population, qu'il s'agisse de la petite enfance, qu'il s'agisse de la culture ou qu'il s'agisse du scolaire. À titre personnel, parce que je pense que lorsque des services impactant la population sont touchés, les élus doivent également montrer l'exemple. Je proposerai à mes collègues du conseil municipal une diminution forte des indemnités qui leur sont attribuées. Au-delà de cela, des vœux, c'est également dire merci. Merci, je l'ai dit tout à l'heure pour les présents, et je voulais vous le renouveler à chacun d'entre vous. À chacun d'entre vous, merci d'être ici, merci de votre confiance, et je voulais vous souhaiter le meilleur. Je souhaitais également dire merci au personnel et aux élus municipaux qui nous accompagnent, tout particulièrement la directrice générale des services, Sandrine Truffet, qui, avec
efficacité succède à Gérald de Gallet qui nous a quittés après des années de bons et loyaux services. Je souhaitais également remercier bien évidemment l'équipe du théâtre et de la communication qui ont organisé cette manifestation et qui nous accueillent aujourd'hui. Et puis, l'ensemble de ceux qui travaillent avec moi au quotidien, c'est-à-dire mon secrétariat et mon cabinet, qui me supportent jour après jour. Je souhaitais également remercier nos familles. Lorsque l'on parle de photos de famille, c'est quelque chose qui me semble bien naturel. Les familles des élus, qui bien souvent sont amenés à se passer d'eux en raison des devoirs qui sont les leurs ou que je leur inflige et qui, indépendamment de se passer d'eux, eh bien, doivent continuer à faire. Je souhaitais avoir, de ce point de vue-là, une pensée tout à fait particulière pour ma famille, pour ma femme, mes enfants, qui sacrifient beaucoup pour me permettre de faire ce que je fais et je les en remercie. Alors, parler de vœux, je vous l'ai dit, c'est quitter le passé. C'est quitter le passé pour se projeter vers l'avenir. Et c'est ce que je vais faire, non pas au détail des rues, des différents travaux et des plaques d'égout. Non, c'est ce que je vais faire au travers de ce qui est pour moi 4 sujets structurants pour notre commune et au-delà de notre commune, notre bassin de vie, pour les 20 à 30 années qui viennent. Le premier de ces sujets, c'est les transports, c'est la circulation. Sujet ô combien fortement ressenti en Grande Couronne, bien que ne relevant pas des compétences municipales, ainsi que vous avez probablement été amené à le suivre en raison de la mobilisation qui a été celle des élus du territoire. La SNCF propose ce que l'on appelle pudiquement une rupture de charge, c'est-à-dire un changement pour le RERD, pour la ligne Malesherbes au sud de Corbeil, qui impacterait durablement la qualité de vie de l'ensemble des habitants du Sud-Essonne. C'est pour cela qu'avec notre député, Franck Marlin, avec l'ensemble des élus de notre territoire, qu'il s'agisse de Gérard Hébert, de Patrick Imbert, de Caroline Parâtre, de l'ensemble des maires concernés, eh bien, nous avons monté d'ores et déjà une association qui a été créée officiellement cet après-midi afin de pouvoir rester en justice contre la SNCF et essayer d'arrêter ce projet fou. Notre souhait, c'est d'accompagner la volonté de la région, qui au travers des 4 milliards d'euros d'investissement qu'elle débloque pour améliorer le RERD, souhaite tout comme nous, plus de régularité, plus d'amplitude horaire, plus de desserte, plus de sécurité, plus de qualité dans nos RER. L'autre sujet fondamental pour nous en termes de transport, c'est la desserte du Val-d'Essonne. La desserte du Val-d'Essonne, cher Patrick, elle est prévue en 2 phases. La première, qui doit être réalisée courant 2018, début 2019, c'est relier la zone d'activité de Montvrin 2 aux haies blanches et à l'autoroute, de manière à permettre qu'elle soit desservie sans avoir à rentrer dans Mennecy. La seconde partie, sur laquelle j'ai interpellé le président du conseil départemental et où je sais que notre député et nos conseillers départementaux sauront relayer ce message, eh bien c'est poursuivre et phaser enfin ces travaux concernant ce qui est en fait la déviation de Mennecy, de manière à permettre aux populations du Sud-Essonne, qui toujours plus nombreuses viennent traverser Mennecy, de ne plus traverser notre commune au travers d'une RD 191 et d'une RD 153 qui sont déjà à saturation. Le troisième chantier important, c'est les bus. Les bus, cela fait maintenant 3 ans que nous nous battons pour obtenir du STIF l'installation d'une desserte sur la zone d'activité de Montvrin 2, ce qui est absolument essentiel sur ce pôle d'activité représentant 600 emplois et représentant aussi la potentialité pour les Menneçois et les habitants des communes environnantes de travailler ailleurs qu'à Paris. Après 3 ans à nous battre avec la communauté de communes, eh bien, nous avons obtenu gain de cause, puisque Stéphane Baudet, que j'ai eu la semaine dernière à ce sujet, m'a confirmé la mise en place de cette desserte à compter du mois de septembre. Enfin, le dernier sujet, lorsque l'on parle de transport et de circulation, qui me semble essentiel, c'est de rapprocher, autant que faire se peut, l'emploi du domicile. Et rapprocher l'emploi du domicile, c'est ce qui est fait avec la communauté de communes du Val-d'Essonne au travers de Montvrin 2. C'est ce qui est fait également par GPS, vous savez, Grand Paris Sud, cette grande agglomération de Corbeil-Évry, au travers des aménagements sur le plateau de Villa-Baie-Évry, au travers de l'aménagement des haies blanches
blanche, c'est essayer de ramener l'emploi en banlieue, plutôt que de toujours vouloir ramener les banlieusards à Paris pour travailler, alors que les transports et les voiries ne suivent pas et ne permettent pas de suivre. C'est, je crois, cher Stéphane, un des sujets majeurs qui sera celui du SDRIF lorsque notre région devra se pencher sur ce sujet pour le réviser. Deuxième chantier dont je souhaitais vous parler, parce qu'il est pour moi essentiel, c'est le PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme qui est actuellement en phase de révision, dont la révision a été lancée le 19 juin 2015. Ce PLU, après plus d'une année de concertation, presque 1 an et demi, a été arrêté au mois de novembre et il sera soumis à enquête publique au mois de mars pour être adopté à l'été. Il a pour objectif d'essayer de donner le cadre urbain de notre commune pour les 20 à 30 ans qui viennent. Et au travers de 3 ou 4 axes absolument essentiels. Tout d'abord, préparer l'avenir en permettant de figer des terrains pour accueillir une nouvelle gendarmerie si l'État acceptait de s'engager afin de permettre le déménagement d'une gendarmerie qui aujourd'hui n'est pas en état de pouvoir loger l'intégralité de nos militaires. Il a ensuite pour objet d'encadrer le phénomène de mitage urbain du centre-ville qui a été rendu possible par la loi ALUR. La loi ALUR, en supprimant les quotas de places de stationnement par logement, en supprimant les COS, a fait que tous les PLU et les POS adoptés avant sa mise en œuvre ne sont plus opérants pour freiner une urbanisation. Et donc le PLU qui est actuellement en train d'être travaillé de manière à pouvoir être accepté cet été, a pour objet de freiner cette urbanisation de ce que je qualifie de centre-ville, c'est-à-dire le rectangle qui va du parc de Villeroy au Marais de l'Essonne, à la Janotte, jusqu'à la 191 pour sa partie sud. Enfin, ce PLU a pour objet de réduire de 1% les terres urbanisables sur la commune. 1% supplémentaire de la commune ne sera pas urbanisable ou constructible sous quelque manière que ce soit. Et je vous invite d'ailleurs à survoler la commune de Mennecy au travers d'un plan, au travers de Google Maps. J'espère que je ne serai pas condamné à payer des droits d'auteur à un géant américain, mais vous vous apercevrez que la commune de Mennecy est une commune particulièrement verte, particulièrement protégée, puisqu'elle est à 75% composée par les marais et le parc de Villeroy qui sont des zones protégées, par le village Lévite qui n'est lui-même pas aménageable et que nous sanctuarisons avec l'ensemble de ces espaces verts au travers de cette révision de PLU. Troisième sujet dont je souhaitais vous parler ce soir et qui va conditionner l'avenir de notre commune, c'est la création et l'ouverture de cinémas. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis 2014 avec mes collègues élus et Alain Lequelec tout particulièrement, et qui, après 2 ans d'efforts, voit le jour. Ce projet a été adopté à l'unanimité lors d'une CDAC, c'est-à-dire c'est la commission préfectorale qui autorise ou qui n'autorise pas l'ouverture de ce type d'équipement. Donc il a été adopté en juin 2016 à l'unanimité et c'est important. Et les permis de construire ont été délivrés le 21 décembre dernier. Les travaux pour ce complexe de 3 salles, représentant 324 places, vont démarrer fin mars, début avril, et il ouvrira en septembre-octobre. D'ores et déjà, le porteur de projet travaille avec l'aménageur désigné par la communauté de communes pour Montvrin 2, afin de pouvoir acheter 6000 m² de terrain supplémentaires et agrandir cet équipement dans les 2 à 3 ans suivant son ouverture pour le porter à 6 salles et quelques 800 places. C'est quelque chose d'essentiel pour le rayonnement culturel de notre commune. C'est quelque chose d'essentiel pour le développement et le maintien de l'activité commerciale de Montvrin 2 dans un monde concurrentiel où si vous ne gardez pas les gens sur une activité culturelle, vous ne les gardez pas non plus pour faire leurs courses. Et puis c'est aussi une activité essentielle pour ce théâtre où des créneaux pourront être libérés afin de venir bénéficier aux associations. Quatrième et dernier grand sujet dont j'avais à cœur de vous parler ce soir, c'est, on a tendance à dire à Mennecy, un serpent de mer. Alors je ne sais pas si c'est un serpent de mer ou un serpent d'eau chlorée, mais en tout cas il s'agit de la piscine. Alors,
L'aquastade du Val d'Essonne, je dirais piscine de Mency, on est à Mency. Lorsque je sortirai ailleurs de Mency, je vois Patrick qui sourit, je dirais aquastade du Val d'Essonne, mais à Mency, je dirais piscine de Mency. C'est un serpent de mer depuis sa fermeture en janvier 2008 par le conseil départemental. Je rassure tout le monde, à l'époque, ni Patrick ni Caroline n'avaient la moindre responsabilité dans cette structure. Fermeture essentiellement pour des questions économiques, c'est-à-dire des coûts de travaux, de remise en état et surtout un déficit de fonctionnement que le conseil départemental ne souhaitait plus porter. Après des semaines et des mois d'échanges avec le conseil départemental, en juin 2011, 3 ans après la fermeture, la communauté de communes a réussi à prendre la compétence pour récupérer cet équipement. Prendre la compétence dans une intercommunalité, c'est quelque chose de complexe. Ce n'est pas une signature, comme certains présidents prennent des décrets à tour de bras. C'est des votes avec des majorités qualifiées dans les 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la population. C'est-à-dire que c'est un processus long pour arriver à convaincre les uns et les autres du bien fondé d'avancer sur ce sujet. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons énormément travaillé, avec Patrick bien évidemment, mais également avec Jacques Gombaud, Jean-Luc Gouarin, qui depuis le début de ce projet sont particulièrement impliqués dessus et l'ont porté extrêmement fortement. Après une première, juin 2011, ensuite il a fallu monter les dossiers de subvention pour arriver à ce que cet équipement puisse bénéficier de subventions d'autres collectivités, d'autres institutions que la seule communauté de communes du Val d'Essonne. Ça a été un travail extrêmement important et extrêmement bien fait, puisque sur 18 millions d'euros de coûts travaux, c'est presque 65% de subventions qui ont été obtenues, 7,5 millions de la part du conseil départemental de l'Essonne, 2,5 millions de la part de la région, qu'il va falloir décaisser dans les mois qui viennent. Je suis désolé Stéphane, tu viens du 93, tu as traversé toute l'Île-de-France aux heures de pointe pour être avec nous, et en plus tu repars avec 2,5 millions de chèques à sortir. Je ne sais pas si tu voudras revenir nous voir, mais en tout cas, sache qu'à 2,5 millions, tu seras toujours le bienvenu. Et puis enfin, 800 000 euros de la part de l'État. Alors, une première délégation de service public, c'est la procédure d'appel d'offres qui permet de désigner un groupement chargé de mener les travaux et ensuite d'exploiter l'équipement. Donc, après une première procédure de délégation de service public qui a été rendue infructueuse, car elle offrait des offres économiques non valables, non intéressantes et non viables pour la communauté de communes. En milieu d'année 2014, janvier 2015, une nouvelle procédure a été lancée. Celle-ci a été fructueuse, puisqu'en juillet 2016, le contrat de délégation de service public a été signé, que le 20 décembre dernier, Anne-Marie Dougnot a eu le plaisir de signer le permis de construire de cet équipement que nous attendions tous depuis des années, que vous êtes d'ores et déjà tous cordialement invités le samedi 25 février à 11 h pour la pose de la première pierre de cet équipement, dont les travaux démarreront au mois de mars, pour une livraison au plus tard en janvier 2019. Alors concernant l'équipement, le grand bassin olympique est conservé, le petit bassin d'apprentissage qui était dans son prolongement sera agrandi, c'était une des demandes et une des conditions de nos subventionneurs, et le bassin annexe sera quant à lui supprimé et remplacé par des espaces de spa et de fitness qui permettent non seulement d'offrir une offre de services différente, qui permettent d'avoir des recettes différentes et également de limiter les déficits puisque c'est des maîtres nageurs en moins. Alors, au travers de cet équipement, la communauté de communes a fait une démarche extrêmement volontariste puisqu'il est estimé peu ou prou, à un coût annuel de l'ordre d'1 million d'euros en fonctionnement. Et je crois qu'au travers de l'exploitation à venir de la piscine de Mency, de l'aquastade du Val d'Essonne, il faut s'habituer même si c'est difficile, eh bien la communauté de communes montre son implication dans le territoire et toute l'importance qu'elle a su prendre. Alors au-delà de ces dossiers purement mensois, je ne peux pas vous parler des vœux de cette année sans vous dire un mot de ce qui nous attend en 2017. Alors ce mot, j'essaierai de l'avoir le moins politique ou le moins politicien au sens tendancieux du terme possible, mais il n'est pas possible de passer à côté.
2017 va être une année tout à fait particulière, comme il n'en existe que tous les 5 ans. Et encore, même pas tous les 5 ans, car cette année, ce n'est pas 2 élections nationales que nous aurons, mais 3. Nous aurons les élections présidentielles en avril et mai, les élections législatives au mois de juin et sénatoriales au mois de septembre. De ces 3 élections nationales dépendent le cadre de vie que nous aurons et dépendre le cadre légal dans lequel nous évoluons. Je suis un peu fatigué, souvent, d'entendre des administrés qui me disent « Ah, mais monsieur le maire, pourquoi est-ce que vous faites ceci? Pourquoi est-ce que vous faites cela? Pourquoi est-ce que vous ne bloquez pas ceci? Ou pourquoi est-ce que vous ne bloquez pas cela ?» Eh bien, tout simplement parce qu'un maire, comme n'importe quel citoyen, applique la loi, qu'elle lui plaise ou qu'elle ne lui plaise pas. Si on prend un seul exemple, la réforme des rythmes scolaires, c'est un secret pour personne, j'ai eu l'occasion de m'exprimer ici à ce sujet, est une réforme, de mon point de vue, aberrante, que nous avons subie, qui nous a coûté extrêmement cher, mais que, de manière républicaine et légaliste, j'ai été amené à appliquer, comme mes 36 000 collègues maires des 36 000 communes de France. Le seul moment où la loi peut être changée, ce n'est pas lors des élections locales, qu'elles soient municipales, départementales, régionales. Ce n'est pas en allant voir son maire pour lui dire « Pourquoi tel type d'urbanisation ? Pourquoi est-ce que depuis 20 ans, on favorise les LGV, on favorise le rapprochement temps-espace de la province par rapport à Paris plutôt que la Grande Couronne ? Non. Non, le seul moment où on peut décider utilement, c'est lors des élections nationales. Lors de ces élections nationales, vous aurez à répondre à des questions simples. Souhaite-t-on, oui ou non, continuer à étrangler les collectivités? Souhaite-t-on, oui ou non, imposer aux collectivités de continuer à s'urbaniser, de continuer à accueillir de nouveaux habitants, mais en ne leur donnant plus les moyens de les accueillir correctement? Souhaite-t-on continuer les diverses réformes scolaires qui ont été menées ces dernières années? Souhaite-t-on changer de réflexion, de logiciel par rapport au droit du travail ou au chômage? Ce sont les questions qui vous seront posées, ni plus ni moins. À chacun d'y répondre au travers de son vote. Chacun est libre de son vote, mais j'espère une seule chose, c'est que le vote qui sera fait par chacun d'entre vous se basera sur des faits objectifs, sur une analyse lucide, intelligente, faisant appel à l'esprit et non pas au ressenti. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est être capable de réfléchir et de ne pas fonctionner, vivre, réagir qu'en fonction de son instinct, en fonction des peurs qu'il éprouve. Et ces peurs, ce n'est pas elles qui doivent entraîner une décision de vote. Chaque époque a eu ses peurs, et malgré les nôtres, pour importantes qu'elles soient, et sans faire dans l'angélisme, j'aurais tendance de vous dire que si notre monde ne va peut-être pas parfaitement, il va mieux que ce qu'il a été par le passé. Quelles sont nos peurs comparées par celles qu'ont eu à affronter nos parents? Quelles sont nos peurs par rapport à celles de 2 guerres mondiales? Quelles sont nos peurs par rapport à une guerre froide, où la génération précédente, ou ma génération, lorsque nous étions enfants, nous levions le matin en nous demandant s'il n'y aurait pas un holocauste nucléaire dans l'année en cours? Quelles sont nos peurs par rapport à un monde qui, dans sa globalité, a eu une évolution positive et heureuse depuis 30 ans? À l'échelle mondiale, c'est absolument indubitable. Entre 1980 et 2011, le nombre d'humains vivant sous le seuil de la pauvreté est passé d'1,9 milliard à 1 milliard, alors même que la population est, elle, passée de 4,5 milliards à 7 milliards. Sur cette même période, nous sommes passés de 70% des êtres humains vivant avec moins de 2 $ par jour à 1/3 seulement des êtres humains vivant dans ces conditions. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit peu ou prou dans des systèmes relativement démocratiques. Les grands conflits militaires ont disparu, probablement en raison de l'apparition des armes de destruction massive qui, par équilibre de la terreur, ont abouti à ce que les guerres, les conflits qu'ont pu vivre nos parents, nos grands-parents n'existent plus.
La science et la médecine ont fait des progrès colossaux. Nous vivons mieux et plus longtemps que n'ont jamais vécu aucune génération humaine avant nous. Le grand défi qui se pose devant nous, celui qui devrait nous terrifier, nous interroger, mais dont on ne parle pas ou quasiment pas, c'est comment ferons-nous à l'horizon 2100, dans un monde aux ressources achevées, pour arriver à nourrir, à apporter de l'énergie et apporter tout simplement de l'eau à une planète de 10 milliards d'habitants. Ce sujet, qui est probablement le sujet de l'existence même de l'humanité à un siècle, et qui est le seul qui devrait aujourd'hui nous figer, nous faire peur, c'est le seul dont nous ne parlons pas. En France aussi, j'aurais tendance de vous dire que les choses ne vont pas si mal que ça. J'adore les références à un glorieux passé, j'adore les références à l'histoire, pour en être moi-même assez féru, mais très sérieusement, qui, dans cette salle, aimerait vivre à l'époque de la grande, on ne va pas aller au Moyen-Âge, mais de la grande aventure bonapartiste, 20 ans de guerre, à attendre d'apprendre que son fils, son frère, son mari étaient morts gelés dans le ventre d'un cheval sur la Bérésina. J'aime ces références aux années 50, 60, 70, qui étaient, paraît-il, éthiquement exceptionnelles et qui étaient des années inégalées. Moi, je vous invite à vous replonger dans l'histoire de la France-Afrique et des valises de billets qui circulaient dans le monde politique ou dans le monde de l'entreprise. Je vous invite à vous replonger dans l'histoire de l'ORTF, où aucune information libre n'existait. Je vous invite à vous replonger dans la guerre d'Algérie, et il y a ici un certain nombre d'anciens combattants qui peuvent en témoigner. Nos générations, nos enfants n'ont pas eu ça à affronter. On nous parle d'attentats aujourd'hui, mais il y en avait aussi. Il y avait même des attentats contre des chefs d'État, au Petit Clamart. Je vous invite à vous souvenir de cette époque où l'on retrouvait des ministres suicidés dans 10 cm d'eau, où les femmes, mesdames, et notamment les plus jeunes d'entre nous qui êtes ici, n'avaient le droit ni à la contraception, ni au divorce, ni même le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Non, mes chers amis, nous vivons aujourd'hui très certainement une époque unique, mais nous n'en avons même plus conscience. Nous n'avons plus conscience d'être, au regard de l'histoire, au regard de l'espace, privilégiés. J'ai eu beau chercher, la seule raison rationnelle que j'ai pu trouver à cela, c'est une perte de confiance généralisée en nous-mêmes. Il y a 40 ans, on croyait pouvoir s'élever. On croyait que nos enfants pourraient s'élever. Aujourd'hui, on a peur de régresser. On a peur de ne plus conserver nos acquis. Cette peur, elle entraîne la haine de l'autre. Elle entraîne les conflits. Elle entraîne le rétrécissement de notre espace vital au travers de murs que nous nous construisons. Alors, lorsque l'on sait que, et je ne vais pas paraphraser Jacques Brel dans sa magnifique chanson « Les vieux », mais lorsque l'on sait que bien souvent la vieillesse, c'est le rétrécissement de son espace de vie, c'est passer du lit à la fenêtre pour aller du lit au lit, et bien rétrécir l'espace dans lequel on est, l'enfermer au travers de murs, c'est avancer le plus certainement possible vers la mort. Et c'est certainement pour cela que je préfère, et je préférerai toujours, être de ceux qui construisent des ponts plutôt que de ceux qui érigent des murs. À la peur, je préfère l'espérance. Je préfère l'espérance parce que je crois à l'intelligence individuelle et collective, celle qui inspire la volonté de grandir, de sortir de ses frontières, de s'ouvrir aux autres, de se confronter, de chercher des solutions plutôt que des conflits. Cette intelligence collective qui peut transformer les peurs ou les insatisfactions en moteur pour avancer. Je crois à la France. Je crois à notre histoire commune, fût-elle un peu romancée, mais qui nous permet de répondre à ces 3 questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelles sont nos racines? Je crois à notre destinée et à nos espoirs partagés qui nous permettent
de savoir pourquoi nous vivons ensemble, qu'est-ce qui nous lie et pourquoi ce qui nous rassemble est infiniment plus fort que ce qui nous divise. Je crois à la République, à celle de Marianne et de Gavroche, à celle de l'éternelle jeunesse, de la pureté, de l'espoir et de l'insouciance, à celle du respect des autres au-delà de leurs différences, à celle qui, en échange de quelques devoirs, a su nous offrir à tous une liberté jamais égalée dans l'histoire de l'humanité, à celle qui protège chacun, y compris et même surtout le plus faible, à celle qui offre à chacun les mêmes droits, à celle qui permet à tous de croire ou de ne pas croire, mais qui protège et qui autorise toutes les religions, avec, en seule contrepartie, d'interdire aux faits religieux de s'immiscer dans la vie et dans les décisions publiques. Je crois à la Marseillaise, qui me donne des frissons lorsque je l'entends. Je crois à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à la laïcité, comme autant d'outils qui ont construit et qui nous permettront de faire encore grandir notre République. Je crois en l'humain, je crois en vous tous. Vive Mency, vive la République, vive la France. Avant de nous diriger vers la salle Michel-Ange pour partager la traditionnelle galette préparée par les boulangers de la commune, je vais vous inviter à vous lever pour chanter la Marseillaise. Allez. Ouais. Allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens,